Merci beaucoup. Je m'appelle Kat et je viens de Pologne. Je suis habituée à ce genre de regard. J'habite ici depuis une dizaine d'années maintenant et chaque fois qu'on arrive quelque part, on entend « Espèce de profiteur, vous venez ici nous piquer notre boulot ?» Alors que pas du tout. C'est vraiment injuste. On n'immigre pas pour trouver du travail. On vient pour toucher le chômage. Soirée open stage au Maas Comedy Club. La spécialité du lieu, c'est le stand-up. Des humoristes expatriés viennent ici pour se frotter au public et affûter leurs blagues. La scène est ouverte à tous et je me suis laissée convaincre de participer. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Dans les soirées entre copains, je suis toujours la boute en train de service. Mais faire rire une vingtaine d'inconnus dans un bar, et en anglais en plus, c'est une autre paire de manches. Comment savoir s'ils trouveront drôle ce qui me fait mourir de rire? Et on applaudit bien fort Ronia. Quel est le rôle de l'humour dans nos vies? Est-il la meilleure réponse à ce qui rend notre monde absurde? Je m'appelle Ronia, j'approche de la trentaine et je suis blogueuse et journaliste. Dans la vie, j'aime bien creuser les choses. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Et qu'est-ce qui n'a aucune importance? Je crois qu'il y a plus d'une réponse à toutes ces questions. Et pour les trouver, il me faut rencontrer des gens. T'as le mot de passe? La blague du 26? C'est bon, tu peux entrer. Kat va me donner quelques conseils en matière d'humour. C'est une vraie pro du stand-up. J'ai apporté des gâteaux. Viens, entre. Elle a proposé de donner un coup de pouce à la débutante que je suis. Je dois présenter mon premier sketch dans une semaine et franchement, je n'ai aucune idée de ce que je vais bien pouvoir raconter. Kat a grandi au sein d'une famille très conservatrice dans un petit village de Pologne. Elle évolue dans le milieu des humoristes berlinois depuis 3 ans. Quel est son secret pour faire rire le public et où trouve-t-elle la matière de ses gags? Tu arrives dans quel état d'esprit sur scène? Il faut avoir de l'assurance. Surtout, ne te fais pas toute petite. N'aie pas l'air gênée d'être là. Tu dois t'imposer, mais sans aller jusqu'à faire peur aux gens. Moi, ce qui m'aide, c'est de me présenter, de faire une blague sur qui je suis et ce que je fais là. Pour toi, ça pourrait être le fait que c'est la première fois que tu fais ça. Tu peux ouvrir là-dessus. Ok, bonne idée. La première impression est très importante. C'est comme dans la vie. On te juge sur ton genre, ta façon de t'habiller, de t'exprimer. Et la même blague, dite de différentes façons, peut produire un effet complètement inverse. Comment tu décrirais le milieu du stand-up? Ce ne sont pas forcément des hipsters, mais en général, ils sont quand même un peu à la ramasse. Tout le monde n'a pas envie de monter sur scène et de se mettre à nu comme ça. Oui, c'est du masochisme. Un peu, mais on y prend aussi du plaisir. Le pire, c'est quand on attend les rires et qu'ils ne viennent pas. Oh l'horreur, arrête, je vais faire des cauchemars. Parfois, on est habitué à faire une blague qui fonctionne. Mais si le public est différent, ou si ce n'est pas ton jour, tu la racontes, mais pas comme il faut. Et puis tu attends là, comme une andouille. Les gens savent que tu espères des applaudissements et rien ne vient. Est-ce que l'humour t'a déjà aidé à traverser des épreuves dans la vie? Oui, je crois. Dans ma famille, on ne peut pas dire qu'on communique beaucoup. Alors souvent, on évite les malaises par une pirouette. C'est le petit pas qui permet de se détacher des difficultés personnelles et d'adopter un autre point de vue. La comédie, c'est la tragédie plus le temps. On peut rire de quelque chose qui a causé de la souffrance, mais à condition d'avoir laissé passer assez de temps. C'est quelque chose dont il faut avoir conscience sur scène. J'ai déjà fait cette erreur. Quand on aborde un épisode délicat, triste ou douloureux de notre vie, si on le fait trop tôt, le public le sent. Et au lieu de rire, il va te plaindre. Donc, à la fin de la semaine, il va falloir que je monte sur scène et je n'ai pas de carnet plein de notes et de chutes rigolotes. J'ai besoin d'un kit de survie. Écris ton texte. Il ne faut pas monter sur scène et improviser. Ah non, j'oserais pas. Respire, parle lentement. Souvent, on va trop vite quand on est stressé.
Pour le sujet, pense à des trucs qui t'énervaient au lycée ou qui t'empêchent de dormir la nuit, des obsessions. Ou comment tu te comportes avec ton conjoint, ta mère, des choses comme ça. Je te promets de ne pas improviser. Merci beaucoup. Bon courage. On se voit en fin de semaine. Salut. Ne stresse pas trop. Où est la porte? Ben, je vais à Francfort. Sur le main ou sur l'odeur? Sur l'odeur. Tu vas y faire quoi? Assister au conseil municipal. Le conseil quoi? Le conseil municipal. Laisse tomber. À plus. Tu peux descendre la poubelle? Oui, je peux le faire. Trouver le comique dans le quotidien de son couple. Ça ressemble plutôt à une mauvaise sitcom. Ich renne auf die Straße, bleibe dort allein. Keiner dieser Tage, nur einer mehr, der schreit. Die abgehängten. Pour Kat, l'humour naît de la distance. Et la meilleure façon d'en prendre, c'est de s'éloigner un peu de Berlin. Je vais peut-être trouver de très bons gags là où je m'y attends le moins, dans des univers qui me sont étrangers et me paraissent complètement dénués d'humour. Les réunions du conseil municipal du Brandebourg sont dans mon top 3 des choses les moins marrantes qui soient. Et justement, il y en a un aujourd'hui à Francfort-sur-l'Oder. Le parti satirique appelé Die Partei, le parti, a 2 sièges au conseil municipal local. Le rôle de Cindy Rosenkrantz, sa secrétaire générale, est de pointer les absurdités de la scène politique. Elle le fait au moyen de petites piques, en déposant des motions pour la cessation des discussions interminables ou en arrivant au conseil avec une valise pleine d'argent sale, histoire de rappeler les scandales de corruption. C'est un peu caricatural, mais pourquoi pas? Nous passons au 4e point de l'ordre du jour. Question des habitants. Y a-t-il un administré ou une administrée dans la salle qui a une question à poser? Puisque ce n'est pas le cas, je clôt cet item de l'ordre du jour et nous passons au 5e point. Parmi les points abordés aujourd'hui, rigole d'interception des eaux pluviales, arbres funéraires au cimetière ou encore répercussions de la peste porcine africaine. Un véritable sketch en soi. Les rigoles d'interception, à l'endroit où elles sont disposées en ce moment, ne permettent pas l'infiltration permanente des eaux pluviales. Tu es végétarienne? Non. Moi non plus. Bien. J'ai invité Cindy à m'accompagner pour une petite balade en ville. Je trouve sa démarche intéressante. Par l'humour, elle a réussi à gagner des voix et assez de sièges pour faire et défaire des majorités. Les rigoles d'interception, qu'est-ce que c'est? On n'a pas besoin de tout savoir en politique. Tu sais, parfois les erreurs se chiffrent en milliards d'euros et personne ne dit rien. Ça fait peur. Le but de notre parti, c'est de mettre en lumière ce genre de choses. Vous ne faites que grossir le trait par rapport à ce qui se passe dans la vraie politique. C'est ça. On n'invente rien. On est souvent considéré comme un parti pour de rire, mais ce n'est pas le cas. En fait, on se contente de pointer du doigt l'inacceptable. Comme Till l'espiègle? Oui, exactement. C'est quoi? Ça, c'est le magnifique chantier de notre mairie. Elle est en train d'être rénovée. Comment ont réagi les autres élus en vous voyant arriver? Ils étaient contents? Non, pas du tout, bien sûr. Mais on n'a pas non plus été rejetés d'office. On sentait une certaine appréhension. Ils étaient dans l'expectative. Je crois que le maire était assez content, parce qu'il nous connaissait et qu'on l'avait soutenu lors d'élections précédentes, quand on n'était pas sur les listes. En fait, on prend surtout des voix de gauche. Oui, c'est déprimant. Vous ne volez pas de voix à l'extrême droite. Non, je crois que l'électeur d'extrême droite moyen ne comprend pas vraiment notre humour. C'est drôle parce que quand on pense à la vie politique locale, on imagine tout sauf quelque chose d'amusant.
On se représente des discussions comme on a vu sur les rigoles ou les arbres funéraires. Et à juste titre, ces débats sont extrêmement âpres. Mais grâce à nous, c'est devenu plus divertissant. Il faut du courage pour se remettre en question, être capable de rire de soi et ne pas tout prendre au sérieux. C'est comme la vieillesse. C'est une donnée universelle, tout le monde vieillit. Mais c'est à toi de voir si tu veux le faire dignement ou non. Oui. On est censé prendre au sérieux ces hommes politiques imbus d'eux-mêmes, mais qui ne nous prennent pas au sérieux? Parce que selon eux, quand on fait de l'humour, on n'est pas crédible. C'est n'importe quoi. Ce qui compte, c'est de bien faire son travail, peu importe qu'on soit grave ou comique. Et tu as des plans d'avenir? On va se présenter aux élections fédérales de cette année. Oui, on va essayer de franchir un cap supplémentaire et de semer un peu la pagaille dans la cour des grands. La vraie fonction de Cindy et du parti, ce n'est pas vraiment de proposer un programme, mais plutôt de chahuter les bureaucrates figés dans leur rôle et de leur tendre un miroir. Je vais essayer de bousculer un peu Francfort sur l'Oder et tenter des blagues en conditions réelles. Excusez-moi, je travaille un sketch et j'aimerais le tester un peu sur vous. Non? Vous connaissez une bonne blague? Non, j'en connais pas. Que commande un serveur? Que commande... Ah, j'ai tout raté! Bon, une autre. Maman, maman, ma grenouille sait dire Georges. Regarde. Georges. C'est drôle. Comment appelle-t-on un boomerang qui ne revient pas? Un bâton? Oh, vous la connaissiez? Oui, il y a un sens caché pour le boomerang. On peut comprendre la blague de différentes manières. Bah oui. Bien. Merci beaucoup. C'est un public difficile pour une humoriste en herbe. Première leçon, savoir prendre des vestes. Je me rends compte qu'un bon gag demande beaucoup de travail. Il est rare d'en trouver un par hasard sur sa route. Il y a quand même une constante dans le comique, se servir des échecs des autres. Pourquoi les ratés nous font-ils tant rire? Est-ce légitime, philosophiquement et moralement? Où se situent les frontières de l'humour? Salut! Salut! Ça va? Faut que j'attache mon vélo. Une fois, quelqu'un a accroché son vélo au mien. Et qu'est-ce que t'as fait? J'ai attendu. Il s'est pas vraiment excusé, il a juste dit « désolé » et il m'a tendu un billet de 10. C'est un peu bizarre. Marco est philosophe. J'ai rendez-vous avec lui à l'Illuseum de Berlin, le musée des illusions d'optique. C'est en phase avec le sujet. Le comique naît souvent d'un faux semblant. Ah oui, c'est là, Illuseum. Tu crois qu'on peut lâcher? Oui. On entre? C'est trop bizarre. Viens t'asseoir. Et ensuite, ouvre les yeux. Wow, je me suis fait peur à moi-même. On s'en va, j'ai mal au cœur. Qu'est-ce que tu vois? Ah ouais, ça fait une drôle d'impression. Oh mon Dieu, c'est... C'est un peu bizarre comme combinaison, la philosophie et l'humour. A priori, ça ne va pas ensemble. Non, pas du tout. D'abord, les philosophes ne sont pas réputés pour être des rigolos, ou alors c'est à leur insu. Et dans l'histoire de la philosophie, l'humour occupe une place assez réduite. L'étymologie latine, c'est humor, qui signifie le fluide corporel. Et là, on se dit, mais quel est le rapport? Ah oui, la théorie des humeurs, c'est ça? Avec les 4 grands tempéraments. L'atrabilaire, le triste, quoi. Le flegmatique. Le sanguinique. Le sanguin. Ah oui, c'est ça. C'est celui qui est toujours content. Et l'atrabilaire a une tendance à la mélancolie. C'est une affaire de rapport entre ces fluides corporels. Cette doctrine a été élaborée dans l'Antiquité, notamment par Galien. Et elle est restée prépondérante jusqu'au Moyen-Âge. Les différents fluides doivent s'équilibrer pour qu'un individu soit en bonne santé. On est alors de bonne humeur. Et progressivement, au sens figuré, le terme a pris ce sens de gaieté, de tempérament heureux. Et il a fini par caractériser une attitude générale face à la vie. Allez, on va poursuivre notre visite très sérieusement, sans rire.
Je voudrais une rogna, s'il vous plaît. Ah, c'est une assiette? Je croyais que c'était des toilettes. C'est complètement idiot ce truc, mais justement, quelle est la fonction de l'humour? C'est sujet à débat en philosophie. Pour certains, il y a l'idée de regarder les gens de haut, un peu comme ici. C'est un rapport de supériorité. Je me moque de l'autre et ça me permet de me sentir plus fort, de me placer au-dessus de lui. Il y a aussi la théorie de la non-congruence, qui est celle de Kant notamment. Il dit que dans tout ce qui nous paraît comique, il y a quelque chose d'inattendu. Comme l'entendement ne saisit pas immédiatement cette absurdité, il ne sait pas comment réagir, et c'est ce qui déclenche le rire. La troisième théorie, c'est celle de la décharge, qui est plus ou moins née avec Freud. On éprouve une certaine tension émotionnelle, et une blague, un bon mot, une parodie ou une satire permettent de s'en libérer. Tout d'un coup, on se relâche, l'angoisse disparaît. Oui, c'est vrai, quand on rit, ça fait l'effet d'un remontant. Tout à fait. Je fais de la psychologie de comptoir. Bon, j'y retourne. Salut! C'est quoi ça, le camouflage? Oui. Et là, c'est quoi? Einstein? Qu'est-ce que c'est? L'humour a aussi quelque chose de subversif, non? Dans la mesure où il permet de se rebeller contre l'autorité ou contre le sort, quand on a l'impression d'être le jouet du destin. C'est justement le rôle du carnaval. C'est une période où les rôles s'inversent. Le peuple rit, il se moque des puissants. Il y a toujours quelque chose de subversif dans ces manifestations. Ça permet de dénoncer certaines injustices. Et ceux qui ont le pouvoir et le monopole de la violence tolèrent rarement l'humour. Au début du XVIIIe siècle, un Anglais du nom de Shaftesbury a inventé ce qu'on appelle le test du ridicule. L'épreuve de vérité. C'est ça. L'idée est de savoir si on est vraiment sincère dans ce qu'on dit, avec les arguments qu'on propose. Le meilleur moyen de le vérifier, c'est de se montrer en public et de supporter le ridicule. Et quand on ne le tolère pas, c'est mauvais signe. C'est que manifestement, on n'est pas sincère dans ce qu'on fait. Mais va dire ça à un despote ou à ceux qui exploitent les autres. On voit rarement des humoristes nationalistes dans les médias. Surtout en période d'élection, dans les émissions de divertissement, ceux de l'extrême droite ne sont pas présents. Non, on voit plutôt des personnalités comme Barack Obama. Il faisait toujours en sorte d'intégrer une plaisanterie dans ses discours. Pourtant, il ne paraît pas ridicule. Est-ce que l'humour s'apprend? C'est quelque chose d'inné ou faut-il s'y exercer? Il y a des philosophes comme Emmanuel Kant qui considèrent que c'est un don. Une qualité qu'on peut cultiver, ou à l'inverse, ne pas exploiter. Et pour la développer, il faut travailler l'autodérision, c'est-à-dire être capable de se prendre soi-même pour cible et de supporter le ridicule. D'accord, alors on continue à s'exercer. Ça m'épate ce truc, je l'ai vu sur Internet. Nous sommes pleins d'illusions. Garçon, ce pain est dur, on aurait pu le servir à la guerre. Oui, à l'époque, il était frais. C'est bête. Pour mon sketch, j'ai intérêt à trouver mieux que des blagues volées dans une encyclopédie du rire. En revanche, l'humour de Christophe Niemann est sûrement une bonne source d'inspiration. Il crée des dessins très drôles à partir de situations banales du quotidien. Et ça marche. Il est édité dans de nombreux pays et il a fait plusieurs fois la couverture du New Yorker et du New York Times Magazine. Mais pourrait-on transposer son humour sur scène? Christophe se retrouve souvent devant une page blanche lui aussi. Il connaît l'angoisse de devoir créer quelque chose de drôle à partir de rien. C'est exactement mon problème. La soirée de stand-up est dans 3 jours et je n'ai pas encore une seule chute valable. D'où mon idée de donner rendez-vous à Christophe dans l'endroit le plus vide de la ville, la plage du Wannsee, par 10 degrés et un vent glacial. Oh la vache! Viens, on les attaque. Les cygnes, c'est un bon sujet, non? Oui, ils sont super. Leur forme est très impressionnante en elle-même. Avec eux, 80% du boulot est déjà fait. J'ai déjà dessiné un pouce levé à partir d'un cygne. Ah ouais? Ça mange quoi, à part des vieux croutons? Les humoristes?
Ce truc a le même âge que moi. C'est un test de QI. Et voilà. On a tout ce qu'il faut. Tout va bien? J'étais dans un creux. J'ai eu la bêtise d'accepter de monter sur scène pour un sketch. Je me suis retrouvée assise dans ma chambre et rien ne venait, le vide complet. J'ai fini par taper « vidéo drôle » sur Internet. Tu as tapé vidéo drôle pour trouver le secret de l'humour. D'accord, pourquoi pas? Et j'ai vu des vidéos de chats et de gens qui tombent. Qu'est-ce qui est drôle? Il faut savoir qu'un gag, c'est toujours une attente déçue d'une certaine façon. Tu crois qu'il va se passer tel événement et il se produit quelque chose d'un peu différent qui le rend intéressant. Mais donc il faut créer cette attente. Un carnet de croquis volants, par exemple. Le meilleur point de départ, c'est quelque chose que les gens connaissent, où ils vont pouvoir se dire « il va se passer tel truc ». Par exemple, je prends un dé. Je dessine la forme générale et sur cette face, je trace 2 points comme ça. Je sais que le public se dit « Ah, il vient de dessiner 2 yeux, donc il va faire un genre d'émoticône. » Et là, je fais un vrai visage. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un peu rigolo, parce qu'on ne s'y attend pas. Par exemple, les raisins qui deviennent des ballons, c'est une blague sans intérêt, parce que 50% des gens y pensent tout de suite. C'est pour ça que c'est pas drôle. Je crois que personne n'y a pensé à part toi. Internet est plein de raisins qui se transforment en ballons, je t'assure. Par contre, que se passe-t-il quand on les regarde pendant 3 heures? Il faut regarder combien de temps pour que ce soit drôle? Longtemps. Ton humour est assez minimaliste, ou en tout cas, il donne l'impression de l'être. Tu crois qu'il est possible d'en tirer des éléments qui pourraient fonctionner sur scène? Le minimalisme, ce n'est pas moins de choses, c'est la quantité juste. On enlève tout le superflu. Voilà. Et donc parfois, ça peut être complexe. Là, il y a un précipice. En bas, dans l'eau, je mets un requin. Et en haut, une silhouette. Je la représente très sommairement, comme ça. La question, c'est de savoir si c'est suffisant pour que je m'inquiète de la voir tomber. Maintenant, si je dessine la même scène et que je mets un chat, avec de gros yeux façon emoji, et juste derrière, je dessine un truc méchant. Un pied, prêt à le projeter dans l'eau. Là, c'est plus personnifié. Et le pied est un peu brutal. C'est le même gag, mais celui qui regarde ce dessin se sent plus impliqué dans l'histoire. Je crée un personnage auquel les gens peuvent s'attacher, et puis je lui fais subir un truc terrible. J'ai discuté avec une humoriste de stand-up qui m'a dit que la meilleure matière, c'est sa propre vie. Alors j'ai pensé faire quelque chose sur le thème de l'humour. Ce que ça fait de monter sur scène pour la première fois, d'avoir le trac et tout le reste. Un truc comme ça? C'est drôle si le public rit. Le fait que tu en baves, que tu transpires et que tu souffres, ça n'a pas vraiment d'importance. Quand tu es sur scène, tu dois tenir les gens en haleine pendant 20 ou 30 minutes. Donc tu as besoin de beaucoup de matière. Une bonne chute, ça ne suffit pas. Il faut que ta prestation soit un tout construit pour maintenir une certaine tension. Et ça, on ne l'obtient pas sur un coup de chance ou en y allant à l'intuition. Ok, bon. Désolé. C'est juste mon avis. Je vais continuer à bosser. L'avantage dans l'écriture ou le dessin, c'est que personne ne te voit. Oui, ça c'est bien. Tu peux écrire 99 mauvaises blagues. Si la 100e est bonne, tu ne montreras que celle-là, bien sûr. Et les gens croiront que tu as du génie, parce qu'ils n'auront pas vu tous les ratés. C'est un piège fatal, ces chaises. Da funkeln die Zähne und ich gehe tasten, weil ich mich für meine schäme. Und der Himmel, der ist blau, so blau. Und mein Kopf ist das auch. Hab ich letzte Nacht wieder mal zu tief reingetaucht.
Donc, je suis novice en la matière, alors j'étais chez moi à réfléchir. Kat, tu ne m'as pas dit qu'il ne fallait pas apporter ces notes sur scène. Merci, tu m'as bien aidé, sympa. Ça évite de montrer qu'on est hyper stressé. Maintenant, je sais pourquoi vous apprenez tout par cœur. Sinon, on se retrouve comme ça et tout le monde le voit. Bon, je lui ai dit que j'avais 3 idées. Elle m'a dit, alors surtout pas de trucs sexistes. Non, 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 c'est pas mon genre. Et pas de blagues discriminantes non plus. Non, non, surtout pas. Et rien qui pourrait blesser qui que ce soit. Et moi, merde, bon, j'ai rien du tout. Et tous ces débiles m'ont dit, oh, tu sais, il suffit simplement de se lancer. Ça fonctionne. C'est même assez agréable comme expérience. Le secret, c'est d'arrêter de se prendre au sérieux et de se moquer de ses angoisses et de ses faiblesses au lieu de s'en plaindre. Et là, on met le public dans sa poche. Le rire nous rassemble. On ne rit pas contre les autres, mais contre notre acharnement à vouloir tout savoir et tout faire. Pour moi, l'humour, c'est exactement ça. Une approche sereine des aléas de la vie et de l'humanité. La meilleure réponse à l'imperfection du monde. It's a stick!